Un jeune millionnaire reçut un appel d'un numéro inconnu. « Papa, tu peux venir me chercher ?» Personne ne savait qui était le garçon ni pourquoi il l'appelait « papa », mais ce que le millionnaire fit ensuite laissa tout le monde sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dehors, le temps avait commencé à se rafraîchir. Des rafales de vent balayaient Everfield Heights depuis le nord, un quartier aux maisons bien entretenues qui restait rarement entièrement éclairé. Dans la maison numéro 42, le silence était total. À l'intérieur de la paisible maison à 2 étages, il n'y avait aucune chaleur à trouver. Une douce lumière jaune se déversait sur le mur d'un blanc pâle, projetant l'ombre du beau-père de Greg Lucas, assis sur le canapé du salon, qui attendait. Ses yeux n'avaient pas quitté la porte, ses 2 mains agrippaient la télécommande, bien que l'écran fût éteint depuis un bon moment. 20 minutes de retard. Maggie, la mère de Lucas, était assise à la table de la salle à manger, les doigts étroitement entrelacés. Son regard se portait occasionnellement vers l'escalier qui menait à la chambre de la petite Mila. Le dîner avait refroidi depuis longtemps, 3 assiettes de riz intactes reposaient sur la table. Une chaise était vide, celle de Lucas. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Le vent s'engouffra derrière les pas mouillés du garçon de 14 ans. Sa veste sombre était trempée. Une des bretelles de son sac à dos avait lâché, traînant sur le parquet avec un raclement léger mais sonore. Lucas expira doucement, sa main reculant lorsqu'il vit Greg se lever de son siège. « Où étais-tu » demanda Greg. Son ton était neutre mais lourd comme la pierre. « J'aidais un ami. Ses livres, ils sont tous tombés devant le portail de l'école. »« Quel ami ?»« Alex, il... » C'était encore ce sale gosse de pauvre, le coupa Greg, reculant comme si la saleté l'avait atteint à travers les mots de Lucas. « Tu as vu l'heure qu'il est ?» Lucas ne répondit pas. Ses yeux cherchèrent ceux de sa mère, espérant quelque chose, un signe de secours, mais Maggie se contenta de baisser la tête, ses mains toujours crispées comme elles l'avaient été toute la soirée. Il avait perdu le compte du nombre de fois où cela s'était produit. « Va te laver et mange ». La voix de Greg avait baissé de ton, mais elle portait une menace tranchante comme une lame. Lucas passa devant la table en silence. Au moment où il tendit la main vers sa chaise, Greg se leva, contourna la table et tira brusquement sur la bretelle du sac à dos. « Pas de dîner pour toi. Les enfants qui ne respectent pas l'heure ne méritent pas de s'asseoir à cette table. » Le bruit de la bretelle se déchirant fendit l'air. Lucas chancela et le sac tomba au sol. Un petit morceau de papier s'échappa de la poche de sa chemise, emporté par la brise du ventilateur de plafond. Une carte de visite usée, au coin corné. Daniel Reed, Westbridge Capital. Greg se pencha et la ramassa. Son regard s'assombrit dès qu'il vit le nom. « D'où sort cette saloperie » siffla-t-il, froissant le papier dans son poing. « Tu as encore gardé ça ?» Lucas tendit la main pour la récupérer, mais Greg fut plus rapide. Il jeta la carte dans la cheminée près du mur et alluma un briquet. Personne n'a besoin de savoir qui est cet homme. Et tu n'as pas besoin de t'en souvenir. Les flammes grignotèrent le bord du papier. Lucas resta figé. Sa mère, Maggie, ne dit toujours rien. Elle fixait simplement Greg, les lèvres serrées comme quelqu'un qui venait de ravaler un sanglot. « Tu salis la maison. Dehors. » La voix de Greg était basse et tendue. Lucas se tourna pour regarder sa mère une dernière fois. La petite Mila était apparue dans l'escalier, serrant son ours en peluche, ses grands yeux ronds de peur. « Greg, s'il te plaît » dit enfin Maggie, la voix tremblante. Greg ne répondit pas. Il se dirigea vers la porte, la déverrouilla, puis se tourna vers Lucas. « Dehors. » Lucas sortit. La porte claqua derrière lui. Une fine bruine tombait du ciel, légère mais froide. Lucas resserra son manteau autour de lui et s'assit sur les marches du porche, les genoux ramenés contre sa poitrine. Il ne pleura pas, ne cria pas, ne hurla pas. Ses yeux fixaient l'allée à côté de la maison, où le lampadaire projetait une bande de lumière pâle. Il ne se souvenait plus combien de fois cela s'était produit. Une fois pour avoir oublié d'acheter du lait, une autre pour avoir fait tomber un verre, une fois juste pour avoir ri trop fort pendant l'émission de Greg. Mais jamais, pas une seule fois, il ne s'était senti aussi anéanti. Chaque goutte de pluie devenait glaciale en atterrissant sur son front. Il glissa la main dans la poche de son manteau. Vide. La carte de visite avait été brûlée. Ce bout de papier n'était pas seulement une information, c'était la seule preuve que quelqu'un avait existé et lui avait laissé quelque chose, aussi petit soit-il.
Il avait mémorisé ce numéro, le repassant encore et encore dans sa tête, non pas pour appeler, mais juste pour savoir qu'il était là, pour le jour où il n'en pourrait plus, pour qu'il y ait toujours une porte de sortie. Puis Lucas se souvint. Il avait griffonné une fois le numéro à l'intérieur de la couverture de son cahier d'exercice, juste une fois, pour vérifier s'il s'en souvenait. Il ouvrit la fermeture éclair de son sac à dos et feuilleta les pages trempées. Et il était là. Le numéro. Pas de nom, juste les chiffres. Il ne savait pas si l'homme se souviendrait de lui, ne savait pas s'il répondrait même, ne savait pas. Lucas composa le numéro. 3 sonneries, puis une voix masculine profonde répondit. « Allô, ici Daniel. » Lucas serra le téléphone plus fort. « Papa, c'est moi. Tu peux venir me chercher ?» Le téléphone dans la main de Daniel glissa légèrement alors que l'appel se terminait. Il resta immobile sur le toit-terrasse du 32e étage de l'hôtel Clarion, où venait d'avoir lieu la célébration du 20e anniversaire de l'entreprise qu'il avait fondée, Westbridge Capital. La brise nocturne balayait ses cheveux, transportant des effluves de liqueurs fortes et de parfums chers de l'étage inférieur. Daniel n'y prêta aucune attention. Son esprit tournait en boucle autour d'un seul mot, papa. Depuis 15 ans, Daniel Reed, un homme d'affaires autodidacte autrefois surnommé par un magazine financier le renard de Wall Street aux yeux de loup solitaire, avait appris à vivre au milieu des chiffres et des contrats, pas des voix chaleureuses qui l'appelaient par son nom. Il se pencha pour ramasser ses clés de voiture et se dirigea droit vers l'ascenseur. Pas un mot à son assistant, pas d'adieu dans la salle de bal. L'ensemble ne prit pas plus de 90 secondes. Sur l'autoroute quittant la ville, les mains de Daniel agrippaient fermement le volant. L'horloge indiquait 23h18. Les lumières des panneaux publicitaires glissaient sur la vitre comme des étincelles ravivant de vieux souvenirs. Comment a-t-il eu mon numéro? Se souvient-il de moi? Est-ce que je me souviens encore de son visage? Daniel cligna des yeux. Une image floue surgit du passé, faible mais inoubliable, un enfant de 4 ans, assis sur les genoux de sa mère, les yeux levés alors que le taxi s'éloignait de l'appartement que Daniel partageait autrefois avec Maggie. Elle n'avait pas regardé en arrière, pas une seule fois. Daniel ne les avait pas arrêtés. Il n'avait pas appelé, pas présenté d'excuses, ne les avait pas poursuivis, car à ce moment-là, sa confiance en elle était déjà brisée. De l'autre côté de la ville, dans une chambre au premier étage, la lumière était toujours allumée. Maggie était assise sur une chaise près de la fenêtre, serrant un oreiller comme si elle s'accrochait à quelque chose qui n'avait plus de forme. Elle ne pouvait pas dormir. Chaque fois que Greg se mettait en colère et mettait Lucas à la porte, Maggie s'asseyait ainsi, attendant que Greg se soit endormi pour ouvrir doucement la porte et donner à son fils une couverture ou une tranche de pain. Mais cette fois, le garçon n'était pas revenu. Elle n'osait pas l'appeler, n'osait pas descendre. La pluie tombait de plus en plus fort, de plus en plus bruyamment. Le SUV gris de Daniel s'arrêta juste devant le portail du complexe résidentiel. Le GPS l'avait mené à l'adresse exacte que le garçon avait donnée. Il coupa le moteur, sortit. Ses chaussures s'enfoncèrent légèrement dans l'eau des flaques sur la rue pavée. La pluie continuait de tomber, tambourinant sur les épaules de Daniel, mouillant les cheveux du garçon qui se tenait devant lui, plus mince qu'il ne l'avait imaginé, plus petit que dans ses souvenirs. Un instant, Daniel ne sut pas s'il devait prononcer le nom du garçon ou simplement rester là. Était-il même sûr que ce garçon était le sien? 10 ans d'écart, un appel inattendu, un seul mot, papa. Si faible que Daniel n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel. Il s'était préparé à tout, des réunions de conseil d'administration, des contrats de plusieurs millions de dollars, mais il n'était pas préparé à ça. À faire face à quelqu'un qui portait son nom, quelqu'un qui l'avait abandonné avant même que ce garçon sache lire. Lucas, appela-t-il doucement, comme s'il craignait de se tromper de nom. Le garçon leva la tête. Ses yeux, rougis par le froid, brouillés par l'humidité, rencontrèrent les siens. Puis le garçon parla, sa voix à peine plus qu'un murmure, incertaine si c'était une question ou une affirmation. « Tu es vraiment venu ?» Sa voix se brisa, non pas d'émotion, mais parce que sa gorge était irritée après des heures sous la pluie. Daniel s'avança sans rien dire. Il retira son manteau et le posa sur les épaules de Lucas, sans réfléchir. Le geste n'avait besoin d'aucune explication, d'aucune raison. C'était juste le bon moment, le bon instinct. « Tu vas encore partir ?» demanda Lucas. Daniel se figea. La question ne sonnait pas comme une bouderie d'enfant. C'était de la peur, une vieille peur familière qui avait vécu trop longtemps avec la déception. Il secoua la tête, lentement et fermement, comme pour faire une promesse. « Non. Je suis là maintenant. »
Lucas ne pleura pas, ne courut pas dans ses bras. Il resta simplement assis là, puis se leva lentement, son sac à dos déchiré à la main. Daniel tendit la sienne. Lucas hésita, puis plaça sa main dans celle de son père, petite et glaciale. Daniel la serra doucement alors qu'il marchait vers la voiture. Une petite fenêtre s'entr'ouvrit dans la maison d'en face. Monsieur Lee, le voisin âgé, se tenait dans l'ombre de son porche, une tasse de thé à la main, observant en silence. Daniel le vit et fit un léger signe de tête. Monsieur Lee lui rendit son salut. Aucune parole ne fut échangée, mais c'était comme si un témoin silencieux avait attesté de la vérité de ce qui venait de se produire. Le moteur de la voiture démarra et ils s'éloignèrent. Sur le chemin du retour vers la ville, Daniel régla le chauffage et inclina le siège passager arrière. Lucas ne dit pas un mot. Il se recroquevilla dans un manteau bien trop grand pour lui, les yeux fixés sur la fenêtre où la pluie striait la lueur des lumières qui défilaient. Daniel tenta de briser le silence. « Tu as faim ? Tu veux manger quelque chose ?» Lucas secoua la tête. « Est-ce que ta mère sait que tu es parti ?»« Non. Je ne lui ai rien dit. Greg dormait. » Daniel ne dit rien de plus sur Greg. Il ne demanda pas qu'a-t-il fait, ou est-ce la première fois. Ce n'était pas la peine. Il savait que si c'était la première fois, le garçon ne tremblerait pas comme ça, n'aurait pas appelé un quasi-inconnu, lui, au milieu de la nuit. Lucas resta silencieux pendant tout le trajet. Daniel n'insista pas. Il se souvint de ce qu'un vieil ami lui avait dit un jour, que parfois, la seule chose dont un enfant a besoin, c'est d'un espace calme et sûr où respirer. À 1h du matin, la voiture s'arrêta devant la maison de Daniel à West Heights, une large demeure en briques bordée d'arbres aux feuilles rouges, dont les feuilles mortes couvraient l'allée. La lumière du porche était encore allumée. Amanda, la gouvernante, attendait. « Monsieur Daniel » dit-elle en sortant pour les accueillir. Daniel acquiesça. « Voici Lucas, mon fils. » Lucas sortit de la voiture. Ses jambes étaient endolories, mais il se redressa. Il regarda la grande porte d'entrée, les lumières et le visage aimable de la femme plus âgée qui lui souriait. Il n'avait jamais rien vu de tel. Amanda ne posa pas beaucoup de questions. Elle se pencha légèrement et dit doucement, « Nous vous avons préparé une petite chambre. Et si vous avez faim, je peux vous faire des toasts tout de suite. » Lucas regarda Daniel, comme pour attendre de savoir si tout cela était réel. « Tu es en sécurité maintenant, Lucas, » dit Daniel. Pour la première fois, Lucas fit un léger signe de tête. Daniel resta dans le couloir, regardant la petite silhouette de son fils monter les escaliers, serrant toujours le manteau. Il ne savait pas de quoi demain serait fait, ne savait pas ce que les tribunaux, Greg ou Maggie diraient, ne savait même pas s'il méritait d'être appelé père. Mais il savait une chose. Quand Lucas avait demandé « Tu vas encore partir ?», il avait donné la seule bonne réponse. Lucas entra dans la grande maison avec un sentiment qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Le couloir en parquet s'étendait jusqu'au salon, d'où se déversait une lumière chaude provenant de luminaires encastrés. L'air sentait légèrement le cèdre. Propre. Silencieux. Trop silencieux. Il se tenait juste à l'entrée, ses chaussures mouillées touchant à peine le bord du tapis, n'osant pas s'avancer davantage. Daniel se tourna et dit doucement, « Vas-y, entre. » Ce n'est rien. Lucas hocha la tête et s'avança avec hésitation, les épaules encore légèrement voûtées comme s'il se préparait à quelque chose. Chez Greg, un pas lourd ou un regard étrange pouvait signifier des ennuis. Une femme plus âgée sortit de la cuisine. Ses cheveux gris étaient soigneusement attachés en arrière et elle portait un tablier bleu pâle. Elle sourit, sa voix aussi douce qu'un souffle. « Alors c'est... » Daniel se tenait à côté d'elle et fit un léger signe de tête. « Mon fils, Lucas. » Amanda regarda Lucas, son regard s'adoucissant comme celui de quelqu'un qui attendait ce moment depuis longtemps. « Je suis Amanda, la gouvernante de votre père. Il fait froid ce soir, alors j'ai préparé quelque chose pour vous réchauffer un peu. Venez vous asseoir dans la cuisine. » Lucas jeta un coup d'œil à Daniel, cherchant la permission. Daniel lui fit un petit signe de tête pour l'encourager. Dans la cuisine, l'éclairage était plus doux. Une assiette de toast beurré et une tasse de lait chaud avec une pincée de cannelle attendaient sur la table. Lucas s'assit et prit lentement la tasse, non pas parce qu'il avait faim, mais parce que s'asseoir semblait la chose la plus raisonnable à faire quand il ne savait pas quoi faire d'autre de ses mains. Daniel s'assit en face, le dos droit, les mains posées sur la table sans rien toucher. « As-tu froid ?» demanda-t-il. « Ça va. J'ai l'habitude. » « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à Amanda. Ce n'est pas un hôtel, mais je veux que tu te sentes à l'aise ici. » Lucas hocha la tête,
toujours silencieux, les yeux fixés sur le plateau de la table. Daniel se sentait mal à l'aise dans son propre rôle. Il y avait trop de choses à dire, mais il ne savait pas par où commencer. Être mis à la porte comme ça arrive souvent. Lucas leva les yeux, une hésitation d'un instant, puis il hocha la tête. J'ai perdu le compte. Une fois, c'était parce que j'avais renversé un verre d'eau. Une autre fois, parce que j'avais ri trop fort. Une autre encore pour avoir aidé un ami à porter ses livres, comme aujourd'hui. Daniel serra doucement la main sous la table. Et Greg, comment est-il avec toi? Lucas haussa les épaules. Il me déteste. Il n'a pas besoin de raison, et il ne se donne même pas la peine de le cacher. Est-ce que ta mère est au courant? Lucas regarda Daniel. Son regard était calme d'une manière tranquillement alarmante. Elle sait. Mais il n'y a rien qu'elle puisse faire. Une fois, elle l'a supplié de me laisser au moins dormir dans le garage, il y avait une porte. Mais Greg l'a même verrouillée de l'intérieur. Il marqua une pause, puis ajouta « Maman pleure beaucoup. » Mais une fois qu'elle a fini de pleurer, c'est tout. Daniel ne sut quoi dire. Chaque mot de Lucas était comme une coupure, et le pire, c'est qu'il ne pouvait pas le nier. Il était parti depuis près de 10 ans. Après le dîner, Amanda conduisit Lucas à l'étage. Daniel suivit, ses pas lents et lourds. La chambre au bout du couloir est la tienne. J'ai nettoyé l'ancienne. Si elle ne convient pas, on pourra la changer plus tard. La porte s'ouvrit. Une lumière jaune et chaude emplit l'espace. Un lit simple impeccable, un petit bureau, une fenêtre donnant sur le jardin. Dans un coin de la pièce se trouvait une étagère vide avec une lampe de chevet ronde dessus. Dors un peu. On parlera plus demain matin. Je serai en bas si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Lucas entra dans la chambre, mais avant de fermer la porte, il examina attentivement la poignée. Pas de loquet, pas de serrure. Une vague de malaise le traversa, non pas vive, mais familière. Greg était déjà entré dans sa chambre au milieu de la nuit, sans frapper, sans raison. Lucas tira la chaise du bureau et la cala contre la porte. Il posa son sac à dos dessus, non pas pour la bloquer vraiment, mais juste assez pour avoir l'esprit tranquille, assez pour savoir que si quelqu'un essayait d'entrer, il aurait quelques secondes pour se préparer. En bas, Daniel était assis seul dans son bureau. La douce lueur de la lampe éclairait son visage, où persistait la lassitude et un malaise latent, silencieux et non résolu. Devant lui se trouvait un vieil ordinateur, toujours lié à la même adresse email de l'époque où Westbridge n'était qu'un minuscule bureau de 2 pièces loué au mois. Daniel rouvrit tranquillement les dossiers qu'il avait évités pendant près d'une décennie. Lucas avait dit un jour, de sa petite voix sérieuse, « Maman pleure beaucoup. Après ton départ, elle pleurait tout le temps. » Des mots d'enfant. Des mots qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à comprendre. Daniel s'arrêta dans ses souvenirs. Maggie n'avait jamais été du genre à se briser facilement. Elle s'était levée au milieu d'une réunion d'investisseurs pour le défendre quand tout le monde remettait en question ses capacités. Elle avait serré Lucas dans ses bras, puis avait regardé Daniel droit dans les yeux en disant « Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin que tu restes quand il pleure. » Et pourtant, elle était partie subitement. Pas de lettre, pas d'appel, pas une seule plainte. Juste un soir, Daniel était rentré et l'appartement était vide. Il s'était senti déconcerté et en colère, non pas contre Maggie, mais contre le silence qui s'était installé entre eux. Pourquoi était-elle partie sans un mot? Comment avait-elle pu laisser son fils grandir sous le même toit qu'un homme comme Greg? Elle était autrefois le genre de femme qui se levait dans une salle pleine d'investisseurs pour le défendre, qui osait se disputer avec ses parents pour garder un enfant non désiré. Alors pourquoi baissait-elle maintenant la tête et endurait-elle quelqu'un comme Greg sans jamais se retourner pour lui demander de l'aide? À l'étage, Lucas était allongé sur le côté sous la couverture, ses mains toujours posées près de la bretelle de son sac à dos. La faible lueur de la veilleuse projetait une douce brume sur le plafond. Pas de bruit, pas de pas. Mais il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas se résoudre à croire qu'il était en sécurité, ne pouvait pas croire que cette maison, cet homme et ce lit étaient réels. Ce qui lui semblait familier, c'était la peur. La paix, en revanche, était quelque chose d'étranger. Un enfant apprend à dormir près de la porte quand il ne sait jamais qui pourrait entrer. Un père commence à revisiter le passé, non pas pour l'excuser, mais pour comprendre comment il a un jour tout perdu. Entre ces deux silences, un fil commença à se tendre. Pas encore solide, mais il était là. Et personne n'aurait pu imaginer que quelques jours plus tard, un événement inattendu les frapperait, les entraînant tous les deux dans une spirale dont aucun ne pourrait s'échapper. Le lendemain matin,
Une douce lumière du soleil filtrait dans la chambre du premier étage à travers les rideaux de soie pâle. Lucas ouvrit les yeux, non pas à cause d'un réveil, ni des cris habituels de Greg en bas. Il s'était simplement réveillé, et personne n'avait eu à le secouer. Le chant des oiseaux provenait du jardin, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu dans son ancien quartier. Il s'assit, jetant un coup d'œil instinctif autour de lui. La chaise était toujours calée contre la porte, son sac à dos intact. Personne n'était entré dans sa chambre pendant la nuit. Personne n'était entré, personne n'avait verrouillé la porte, personne n'avait frappé dessus. En bas, Daniel était debout depuis un moment. Il se tenait dans la cuisine, s'affairant maladroitement avec la cafetière, les yeux fixés sur un petit bloc-notes où étaient griffonnées quelques lignes, ne pas servir la nourriture trop chaude. Ne pas poser trop de questions au petit déjeuner. Acheter plus de lait non sucré. Amanda l'avait laissé la veille. Lucas descendit les escaliers pieds nus, les cheveux encore en désordre. Il vit Daniel se débattre avec le grille-pain. Daniel se retourna et lui offrit un sourire un peu gauche. « J'ai pensé que tu aimerais des toasts ce matin. » Lucas hocha la tête et s'assit. Sur la table se trouvait un verre de lait, un bol de céréales et quelques morceaux de pommes soigneusement coupés. Tout était arrangé avec soin. Ce n'était pas sophistiqué, pas ostentatoire, mais c'était d'une chaleur inattendue. « As-tu bien dormi ?» demanda Daniel. « Oui. C'était un peu étrange, mais je me sentais en sécurité. »« Bien. Aujourd'hui, on a une liste, de nouveaux vêtements, des fournitures scolaires, puis un arrêt à l'école pour déposer tes papiers d'inscription. » Lucas marqua une pause en entendant le mot école, mais il hocha la tête. Pas de questions, pas de résistance. Juste un signe de tête. Le repas se passa en silence, mais au milieu du deuxième toast, Daniel reprit la parole. « Tu penses que tu pourrais sourire un peu ? Tu n'es pas obligé, mais j'ai le sentiment que tes sourires ne sont probablement pas si mal. » Lucas laissa échapper un rire. Pas fort, juste une brève lueur, mais authentique. Daniel le vit et lui sourit en retour, pour la première fois. Plus tard dans l'après-midi, père et fils allèrent au centre commercial. Lucas essaya quelques sweats à capuche simple et choisit une paire de baskets. Daniel n'insista pas, ne suggéra rien. Il se tenait simplement à distance, observant en silence, et paya quand le garçon fit un signe de tête. Ils s'arrêtèrent à la pâtisserie et partagèrent une part de tarte aux pommes. Pendant qu'ils étaient là, Daniel reçut un appel téléphonique. Daniel rit à l'appareil. « Oh, Amanda, qu'y a-t-il » La gouvernante baissa la voix. « Vous devriez savoir. Quelqu'un a appelé à la maison. Un homme. Il n'a pas laissé de nom, mais il a demandé « Est-ce que le gamin est là ?» Daniel se figea, son cœur rata un battement. « Merci. Ne répondez à personne. Dites simplement que vous ne savez pas qui est Lucas. Je m'en occupe. » Au même moment, dans l'ancienne maison, Greg fit tomber un verre de bière de la table. Bon sang, elle a perdu la tête. Le gamin est parti depuis 2 jours et elle n'a pas appelé les flics. Maggie était recroquevillée dans un coin du canapé, serrant son téléphone comme si c'était quelque chose qui pourrait la sauver. Je sais où il est, je ne peux pas. Où ça? Chez ce salaud de riche? C'est lui qui l'a emmené, n'est-ce pas? Maggie ne répondit pas. Les larmes avaient commencé à couler depuis longtemps, mais Greg s'en fichait. J'appelle un avocat. Je vais le poursuivre pour corruption de mineur, pour avoir enlevé mon gamin. Lucas est mon fils. C'est le garçon que j'ai élevé pendant plus de 8 ans. Je l'ai nourri à ma table, je lui ai donné un toit. Il est sous ma responsabilité légale. Greg frappa la table de sa main. Ce soir-là, Greg appela le bureau de l'avocat Mark Kingston, le même homme qui l'avait autrefois aidé à éviter un procès. Mark, d'un ton froid et sec, ne dit qu'une seule chose. Si le garçon est mineur et que vous avez la preuve qu'il a été emmené, nous pouvons porter plainte dès demain matin. Le lendemain, Lucas commença officiellement ses cours au lycée Saint-Brooke. C'était une école privée modeste, pas trop compétitive, mais suffisamment structurée pour inculquer la discipline. Daniel l'avait choisi pour une raison. Comme il le disait, ce n'est pas un endroit où les enfants courent après les notes. Ici, ils apprennent à vivre. La professeure principale, mademoiselle Hélène, une femme noire aux cheveux bouclés d'une 40aine d'années, accueillit Lucas avec un regard chaleureux et une simple question. Préfères-tu t'asseoir près de la fenêtre ou près du tableau? Lucas choisit la fenêtre. En classe, il y avait un garçon blond à lunettes nommé Samy. Il lui tendit la main le premier. « Je suis Samy. J'ai entendu dire que tu es nouveau. J'ai été transféré ici l'année dernière aussi. Ça m'a fait une peur bleue. » Lucas sourit,
Pour la deuxième fois. Pendant la récréation, dans un coin tranquille de la cour de l'école, Lucas était assis en train de manger un sandwich. Samy le rejoignit. Ni l'un ni l'autre ne parlèrent beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Parfois, le silence suffit pour savoir que l'on n'est pas seul. Mais au bureau du directeur, les rumeurs avaient déjà commencé à se propager au sein de l'association des parents. Est-il vrai que ce garçon est le fils biologique de Daniel Reed? Le fils du milliardaire? Vous plaisantez. Mais n'a-t-il pas fugué de chez lui? C'est un signal d'alarme, non? Je pense que nous devrions enquêter là-dessus avant de laisser nos enfants s'asseoir dans la même pièce. Le directeur Barnes laissa échapper un long soupir. Il avait déjà vu ce genre de choses. Mais cette fois, quelque chose au fond de lui disait de ne pas laisser passer ça. 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'une paix fragile soit traînée devant le tribunal des préjugés, de la suspicion et des mensonges chuchotés. Lucas ne savait pas encore que ce bref et tranquille chapitre de sa vie était sur le point d'être brisé par les personnes même qui avaient un jour promis de l'aimer. Le temps s'était refroidi. Sur le grand écran du salon, le journal du matin rediffusait un extrait de l'interview de la veille. Greg était assis devant la caméra, les bras croisés, le visage sombre. Je ne pensais pas qu'il aurait encore le culot de se dire père. Depuis 8 ans, c'est moi qui me suis occupé du garçon, des repas aux visites à l'hôpital. Et Daniel Reed? Même pas une carte d'anniversaire. Que pensez-vous que Daniel veuille avec Lucas maintenant? Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est pour les médias, ou peut-être qu'il y a quelque chose dans son passé qu'il veut garder caché. Daniel ne termina pas de regarder le reportage. Il prit la télécommande, éteignit la télévision et s'assit, les mains jointes. Ce qui montait en lui n'était pas de la colère, mais de la honte. Lucas était assis non loin de là. Il ne dit rien, mais Daniel devina qu'il avait entendu chaque mot. « Tu n'es pas obligé de croire tout ce que Greg a dit », parla lentement Daniel. Lucas hocha la tête. Aucune émotion, mais aucune résistance non plus. Il demanda simplement, « Il m'a sauvé une fois, quand j'avais une forte fièvre. Il m'a emmené chez le dentiste une fois aussi. Mais après ça, les coups, les cris, le fait de m'enfermer dehors, ça arrivait toujours plus souvent. » Lucas leva la tête et regarda Daniel. Ses yeux ne contenaient aucun ressentiment, seulement le calme de quelqu'un qui tourne une vieille page. Une fois, je suis rentré tard de l'école à cause du trafic. Greg a dit que je mentais. Il m'a giflé si fort que je me suis cogné la tête sur le bord de la table de la salle à manger. Maman m'a donné des médicaments, mais personne n'a demandé si ça faisait mal. Daniel serra légèrement les mains. Lucas continua, la voix plate et stable, comme quelqu'un habitué à ne pas être entendu. Quand il pleuvait et que je faisais quelque chose de mal, il me faisait asseoir dehors sur le porche. Une fois, j'ai pleuré juste parce que j'avais eu une mauvaise note. Il a balayé tous mes livres de la table et a renversé ma chaise. J'ai tout ramassé et j'ai continué à étudier. Après ça, il a verrouillé ma chambre en disant qu'un gamin qui ne connaît pas sa place n'a pas besoin d'un coin pour étudier. Daniel serra à nouveau les mains. Ce n'étaient pas des plaintes, cela ressemblait à des rapports. Froid, précis, sans émotion, comme si Lucas avait appris à se voir comme un dossier, n'ayant pas besoin de sympathie, seulement de reconnaissance. Daniel ne dit rien de plus. Il se leva tranquillement et se dirigea vers le petit bureau au bout du couloir. Sur le bureau, l'ordinateur portable était toujours ouvert. Sa lumière bleu pâle se projetait sur son visage, vidé et tendu par une colère contenue. Daniel composa un numéro de téléphone, sa main tremblait encore. « Vivian, c'est moi, Daniel Reed. J'ai besoin de te voir. C'est urgent. Pas demain matin. Maintenant. » La voix à l'autre bout du fil parut surprise. « Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus laisser mon fils vivre comme ça. Je veux que tu rouvres tout le dossier de divorce entre Maggie Lann et moi. Et je veux demander la garde exclusive de Lucas. Officiellement. Pas de garde temporaire, pas de pour le moment. » Il marqua une pause d'1 seconde, puis reprit plus bas, « Je l'ai laissé tomber une fois. Je ne laisserai pas ça se reproduire sous prétexte d'une résolution en attente. » 35 minutes plus tard, Vivian arriva à la maison. C'était une Américaine d'origine vietnamienne, avec de longs cheveux noirs, des lunettes fines et des mouvements vifs mais empreints d'une empathie tranquille. Pas de théâtralité, pas d'excès d'émotion, juste une femme qui comprenait le coût du silence aux yeux de la loi et qui se tenait toujours du côté des enfants qui n'avaient pas eu le choix. Daniel la conduisit à travers le petit jardin à l'arrière. Lucas était assis sur un banc, en train de lire. Il leva les yeux en voyant l'inconnu, son regard vigilant. Pas effrayé, mais méfiant,
comme un animal habitué à vivre dans une cage étroite. Lucas, voici Maître Vivian. C'est l'avocate que j'ai appelée pour t'aider à rester ici. Lucas posa son livre. Il ne se leva pas, mais sa voix était claire. Je n'ai pas l'intention d'aller où que ce soit. Vivian sourit. Elle ne discuta pas, ne le corrigea pas. Je sais. Mais la loi n'écoute pas toujours les enfants. Elle écoute celui qui a les papiers. Alors si tu es assez courageux pour dire la vérité, le tribunal n'aura d'autre choix que de l'entendre. Lucas hocha la tête, puis se tut. Vivian comprit immédiatement que ce silence n'était pas de la défiance, mais de la délibération. Daniel se tenait à proximité, les yeux rivés sur le garçon. J'ai besoin que tu travailles ce soir, Vivian. Chaque preuve, témoin, paperasse. Tout ce que tu demanderas, je l'obtiendrai. Mais ne prends pas ton temps. Je ne veux pas la moindre faille juridique par laquelle Greg pourrait se faufiler pour récupérer quoi que ce soit. Vivian hocha la tête, sa voix était ferme. Je vais commencer par les dossiers du divorce. S'il y a quoi que ce soit qui n'a pas été correctement documenté, nous le mettrons en lumière cette fois. Daniel lui serra doucement la main. Ce qui brûlait en lui maintenant n'était pas seulement la colère contre Greg, mais aussi la colère contre lui-même, pour avoir un jour cru que le silence était aussi une forme de protection. Non. Le silence est une forme d'abandon. Et il n'allait pas recommencer. Ce soir-là, Lucas emprunta le bureau pour chercher ses anciens manuels scolaires. Daniel était dans la cuisine avec Amanda, occupé à préparer le premier poulet rôti qu'il avait fait depuis le départ de son ex-femme. En fouillant dans les placards sous la bibliothèque, Lucas trouva un tiroir légèrement ouvert. À l'intérieur se trouvait une pile de vieux documents et une fine enveloppe. Il n'avait pas l'intention de fouiner, mais l'écriture soignée sur le devant le fit s'arrêter. Pour Daniel, si tu veux encore connaître la vérité. Lucas hésita, puis il l'ouvrit. Je ne t'ai pas quitté. Je ne l'ai jamais fait. Mais ta mère est venue me voir. Elle n'a pas crié, elle ne m'a pas menacé. Elle a juste posé un chèque sur la table et a dit, si vous aimez vraiment mon fils, vous ne gâcherez pas son avenir. Je ne suis pas parti à cause de l'argent. Je suis parti parce que j'avais peur que si je restais, je te ferais choisir entre ta mère et moi. Et je n'ai pas eu le courage de te mettre dans cette position. Au moment où Lucas termina de lire, il ne sut pas quand ses mains s'étaient serrées si fort. Une douleur aiguë se propagea dans sa poitrine. Pas de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus perçant. La porte derrière lui grinça doucement. Daniel se tenait dans l'embrasure, les yeux fixés sur la lettre dans la main de son fils. « Papa, je ne voulais pas. » « C'est bon. Tu as le droit de savoir. » Daniel entra, prit la lettre et la lut. Quand il arriva à la dernière ligne, sa main tomba le long de son corps. Il resta silencieux un long moment. « J'ai toujours pensé que ta mère était partie parce qu'elle ne m'aimait plus. J'étais en colère contre elle, en colère contre moi-même. Mais je n'ai jamais blâmé ma propre mère. » Lucas le regarda. « Grand-mère a vraiment fait ça ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Il ouvrit un tiroir et en sortit un vieux dossier de relevé bancaire. Ses doigts se déplacèrent rapidement vers une entrée familière, virement de 150 000 $, 2 octobre 2014, du compte de sa mère à une femme nommée Monsieur Lane. Cela correspondait au moment où Maggie était partie. Cela correspondait à la lettre. Cela correspondait au sentiment de vide qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Pour la première fois, Daniel s'autorisa à penser, peut-être que ma mère n'était pas aussi bonne que je le croyais. Certains secrets sont enfouis sous le silence et la confiance aveugle. Mais une fois déterrés, ils ne changent pas seulement le présent, ils vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre famille. Le courant sous-jacent avait été mis en mouvement. Et la tempête, elle ne faisait que commencer. La maison de Greg était plongée dans l'obscurité. Des pas résonnèrent doucement sur le plancher en bois, puis s'arrêtèrent à l'entrée du grenier. Maggie se tenait là, la main tremblant encore de la dispute de quelques instants plus tôt. Une marque rouge persistait sur sa joue, l'empreinte de la main lourde de Greg. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à ne pas pleurer devant lui. Mais quand il avait traité Lucas d'ingrat parasite, quelque chose en elle s'était brisé. Il est parti, et bon débarras. Un gamin comme ça finit toujours par trahir son maître. Tu le défends encore ? Tu ferais mieux de te rappeler que c'est moi qui ai payé pour son éducation. Maggie ne dit rien. Elle monta tranquillement les escaliers, ferma à clé la porte du grenier derrière elle et resta immobile un moment dans le noir, armée seulement d'une petite lampe de poche. L'air était épais, avec une odeur de vieux bois et de tissu moisi. Des boîtes en carton étaient empilées au hasard,
Des toiles d'araignée s'accrochaient au cadre des fenêtres clouées. Elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle avait caché cette boîte il y a longtemps, l'avait cachée à elle-même, à sa propre mémoire, car le simple fait d'y penser lui serrait la poitrine comme si on lui pressait le cœur. Finalement, dans le coin le plus éloigné du grenier, sous une bâche bleue délavée, elle la trouva. Une boîte en carton marron, sans étiquette, sans nom. Épaisse de poussière, mais le ruban adhésif sur le couvercle était encore intact. Maggie la posa sur le sol et s'assit en tailleur au milieu de la sciure. Ses doigts soulevèrent lentement le couvercle, comme si elle craignait qu'il ne reste plus rien à l'intérieur. Mais tout était encore là. Une longue enveloppe ivoire. Le nom de l'expéditeur, Hélène Reed. Elle sortit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 150 000 $. Un contrat l'accompagnait, transfert d'actions de Westbridge, aucune réclamation post-divorce. Une note manuscrite à l'encre bleue tremblante disait « Accepter cette offre confirme que vous n'avez plus aucun lien avec Daniel ». Tout en bas se trouvait une lettre manuscrite, pas longue, à peine une douzaine de lignes, soignée, froide. Il ne s'agit pas de vengeance. Mais si vous vous souciez vraiment de mon fils, vous le laisserez partir. Tout le monde n'est pas né pour le même genre de vie, et l'amour, même quand il est beau, ne peut pas survivre quand il coûte à quelqu'un sa dignité, jour après jour. Hélène Reed. Maggie posa tout. Son cœur battait la chamade, ses oreilles bourdonnaient. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait lu ces lignes. Peut-être ne les avait-elle jamais lues. Personne n'avait abandonné personne. Personne n'avait menti. Ils avaient juste été séparés l'un de l'autre par une main à la fois douce et impitoyable. Maggie se pencha en avant. Elle se mit à pleurer. Cette fois, pas pour Greg, pas pour Lucas, mais pour elle-même. Pour avoir laissé quelqu'un d'autre réécrire l'histoire de sa vie avec la plume du pouvoir et du silence. Les larmes tombèrent sur le chèque, toujours plié comme il l'avait été le jour où elle l'avait reçu. Elle ne l'avait jamais dépensé. Il était intact, inchangé. Un léger coup à la porte. Maggie sursauta et se tourna. La porte du grenier s'entr'ouvrit. La petite Mila, sa fille avec Greg, se tenait là, tenant un ours en peluche, vêtu d'un pyjama rayé. Sa voix était légère comme une brise. « Maman, tu pleures ?» Maggie s'essuya rapidement le visage. « Non, ma chérie. Maman est juste un peu fatiguée. Est-ce que Lucas te manque ?» Maggie se figea. Mila entra et s'assit à côté d'elle. Si petite, mais ses grands yeux étaient stables et sérieux. « Il me manque. Il me lisait des histoires. Tu as dit qu'il était parti à l'école, mais j'ai entendu papa Greg dire que c'était un traître. » Maggie la serra contre elle, la tenant fort. « Tu n'as pas tort, ma chérie. Lucas est une bonne personne. Alors pourquoi tu ne l'appelles pas ?» Maggie ne put répondre. Elle caressa simplement les cheveux de sa fille et leva les yeux vers le plafond sombre du grenier. Sa voix était rauque. « Parce que maman apprend encore à être une bonne personne aussi, Mila. Et parfois, les adultes mettent plus de temps à apprendre que les enfants. » Dans le bureau à l'étage, la lampe projetait une lueur fatiguée sur le visage de Daniel. Devant lui se trouvait la lettre que Lucas avait tranquillement laissée sur le bureau cet après-midi-là. L'encre était tachée, l'écriture maladroite mais honnête. Je pense que maman voulait envoyer ça un jour, mais elle ne l'a jamais fait. À côté se trouvait le dossier que Vivian venait d'envoyer, des documents préparés pour l'audience préliminaire à venir. Daniel tourna les pages, mais son esprit ne pouvait se concentrer sur une seule ligne. Le relevé bancaire était toujours là, avec une note à l'encre rouge griffonnée dans la marge, virement douteux 150 000 de Hélène Monsieur Reed, mai de cette année. Les doigts de Daniel se resserrèrent légèrement. Plus il lisait, plus les pièces s'emboîtaient, comme des fragments de puzzle qui refusaient d'être ignorés. Ce mois-là, c'est quand Maggie était partie sans un mot. Aucune confirmation liée au fonds, aucun mémo interne de l'entreprise, aucun accord formel après le divorce. Juste un unique virement personnel. Et après ça, la disparition. La seule femme qui avait jamais poussé Daniel à abandonner un contrat de plusieurs millions de dollars juste pour arriver à l'hôpital à temps pour la naissance de son fils. Daniel se leva. Le lendemain matin, un ranch dans les Highlands du Wyoming. Le domaine d'Hélène était silencieux, comme si aucune tempête ne l'avait jamais touché. Daniel arriva sans prévenir. Pas de garde du corps, pas de chauffeur. Juste un homme debout devant le portail en fer forgé de la maison où il avait grandi et dont il avait été discrètement exclu avant même de s'en rendre compte. Hélène ouvrit la porte d'entrée, gracieuse comme toujours, ses cheveux argentés soignés, son café du matin fumant encore dans sa main. Elle ne fut pas surprise de voir Daniel.
Je savais que tu viendrais, dit-elle, comme s'il était un invité arrivant pile à l'heure. Daniel n'entra pas. Il posa simplement l'enveloppe sur la table en bois du porche. La lettre que Maggie n'avait jamais envoyée. Un relevé bancaire. Une photocopie de l'accord de transfert d'actions post-divorce, celui que Daniel n'avait jamais signé. Tu n'avais rien à dire, maman. Je sais. L'argent a quitté ton compte, et juste après, Maggie est sortie de ma vie. Je ne l'ai pas forcée, dit Hélène. Non. Mais tu as tout arrangé pour qu'elle n'ait pas le choix. Elle ne discuta pas, n'admit rien, ne nia rien. Elle resta simplement assise là, silencieuse. Daniel la regarda droit dans les yeux, non plus comme un fils blessé, mais comme un homme apprenant à ne laisser personne d'autre réécrire son passé. Mon fils essaie de croire en un père. Je ne laisserai pas une autre décision silencieuse l'arracher à ça. Elle ne donna aucune réponse, se contenta de siroter son café désormais froid. Daniel se leva, ne dit rien en partant. En quittant le porche, il appela sa sœur, Anna. Tu avais raison. Maman a toujours contrôlé l'histoire. Mais à partir de maintenant? Une pause. À partir de maintenant, personne ne réécrira l'histoire de cette famille. Pas même elle. 3 semaines après que Lucas a emménagé chez Daniel, la requête officielle pour la garde temporaire fut déposée auprès du tribunal de l'État. Ce n'est pas que Daniel voulait éviter les affaires juridiques, mais après les interviews que Greg avait délibérément arrangées, les appels de suivi des services de protection de l'enfance et la façon dont la police regardait Lucas comme s'il avait été enlevé, Daniel savait qu'il ne pouvait plus l'éviter. Vivian Tran, l'avocate, prépara les documents. À l'intérieur se trouvait une déclaration signée d'Amanda décrivant l'état de Lucas à son arrivée, une vieille photo des ecchymoses sur le poignet de Lucas de l'année précédente, prise par Monsieur Lee qui les avait vus par hasard, un journal détaillé des fois où Lucas avait été enfermé dehors, corroboré par des images de la caméra de sécurité d'un voisin, et pour la première fois, une déclaration sous serment de Sylvia Morton. L'ancienne gouvernante qui avait vécu avec Greg et Maggie pendant les 5 premières années de la vie de Lucas là-bas. Daniel n'avait pas voulu déterrer le passé juste pour salir Greg, mais il avait besoin que la loi reconnaisse formellement ce que Lucas méritait vraiment, un foyer sûr et un amour qui avait un sens. Greg, quand il reçut l'avis du tribunal, devint fou furieux. Il me poursuit en justice. Me poursuit après que j'ai élevé ce gamin pendant 8 ans. Mark Kingston, son avocat, ne broncha pas. Il se contenta de repousser le dossier. Bien. Nous déposerons une contre-plainte. Allégation de rétention illégale de mineurs. Greg laissa échapper un rire froid. Si le tribunal veut la guerre, je vais leur en donner une. Et c'est pourquoi, ce matin, dans la salle d'audience 4B, Lucas était assis entre 2 hommes. L'un, une ombre de ses souvenirs, maintenant un endroit qu'il pouvait appeler chez lui. L'autre, autrefois appelé papa, maintenant le plaignant adverse. La salle d'audience, au premier étage du palais de justice du comté de Kingswell, était vivement éclairée par des néons. Murs gris, bancs en bois sombre. Pas de place pour les illusions. Seule la loi, la vérité et les témoignages sous serment restaient. À gauche, Daniel était assis dans un costume gris anthracite à côté de l'avocate Vivian Tran, et Lucas, vêtu d'une chemise blanche impeccable, les cheveux soigneusement peignés. Le garçon regardait droit devant lui, les yeux alertes, mais ses mains agrippaient fermement le bas de sa chemise. En face d'eux, Greg était assis, légèrement penché en avant, son visage s'efforçant de rester composé. À côté de lui se trouvait l'avocat Mark Kingston, tenant un épais dossier, son expression aussi indéchiffrable que chaque fois qu'il entrait au tribunal. La juge Rebecca Harlan, une femme au début de la cinquantaine, entra dans la salle et frappa légèrement son marteau 3 fois. Cette audience préliminaire sur la garde du mineur Lucas Reed est maintenant ouverte. Le requérant peut commencer. L'avocat Mark se leva le premier. Votre honneur, Monsieur Greg Walters a été le principal gardien de Lucas depuis que le garçon a 4 ans. Bien qu'il ne soit pas son père biologique, Monsieur Walters a agi en tant que tuteur légal, fournissant des soins constants et un environnement familial stable. Il leva la main, faisant signe au technicien. Un grand écran s'alluma. Quelques clips vidéo furent diffusés, Lucas errant devant le portail de l'école, une dispute sur le terrain de basket, un récent bulletin de notes montrant plusieurs matières faibles. Ces comportements indiquent une instabilité émotionnelle et une susceptibilité aux influences négatives. Sa décision abrupte de quitter le domicile pour vivre avec son père biologique, qui a été absent pendant près d'une décennie, constitue une menace sérieuse pour son développement. Greg hocha légèrement la tête, essayant de paraître d'accord,
mais ses yeux ne cessaient de se porter vers Lucas, comme s'il craignait que le garçon ne réagisse. Vivian se leva. Nous aimerions appeler notre témoin, Monsieur Lee, un voisin de longue date de Monsieur Walters. Monsieur Lee se dirigea lentement vers la barre, s'appuyant sur une canne. Sa voix était basse mais ferme. Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires des autres. Mais cette nuit-là, j'ai vu le garçon enfermé dehors dans la cour. Le vent était fort, la pluie était froide, et il ne pleurait pas. Il était juste assis là, serrant son sac à dos comme si c'était la seule famille qu'il avait. J'ai même pris une photo. J'ai pensé à le signaler, mais j'ai eu peur de me retrouver mêlé au problème de quelqu'un d'autre. Le silence tomba dans la salle d'audience alors que Monsieur Lee montrait la photo. Vivian continua. Ensuite, Madame Amanda Wilson, gouvernante de Monsieur Daniel Reed. Amanda s'avança, le visage résolu. Lucas est arrivé chez Monsieur Daniel en grelottant de froid. Le premier jour, il a mangé des céréales et des toasts comme s'il n'avait pas eu un vrai repas depuis des lustres. Je pouvais voir que cette faim n'était pas seulement dans son estomac. Vivian marqua une pause un instant, puis dit, et notre dernier témoin, Madame Sylvia Morton. C'est le rappel d'Amanda qui avait conduit Daniel à revoir les anciens registres de paix que Maggie avait autrefois tenus. C'est là qu'il avait trouvé le nom de Sylvia, barré en rouge avec une note, contrat terminé, aucune raison donnée. Il avait contacté un ami du conseil de quartier, retracé l'adresse où Madame Sylvia avait déménagé et lui avait envoyé une invitation personnelle. Cette fois, elle était venue. Mince, légèrement tremblante, mais les yeux pleins de détermination. Je m'occupais de ce garçon quand il était petit. Greg n'était pas tout à fait mauvais, mais quand il se mettait en colère, il frappait. Il y a eu une fois où il m'a fait verrouiller la porte comme punition pour Lucas. Je l'ai fait, mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je ne pensais pas que c'était juste. J'avais juste peur. Puis, quand j'ai parlé, on m'a renvoyé. Maggie le savait, mais elle n'a rien dit. La juge prenait des notes. Le visage de Greg pâlissait. Vivian se tourna vers Lucas. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit si tu ne le veux pas. Lucas secoua la tête et se leva. Il regarda droit vers la juge. Je ne suis pas un mauvais garçon. Je voulais juste être aimé. Sa voix était stable. Chez Greg, j'étais une ombre, une erreur. Je ne demandais pas grand-chose. Juste qu'on me demande comment s'est passée ta journée, sans avoir peur de me faire gifler. Il se tourna vers Daniel. Papa n'est pas parfait, mais il écoute. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de compter. Maggie était assise au fond de la salle, les larmes coulant sur son visage. Personne ne la toucha, personne ne dit un mot, car certaines larmes sont la réponse à 10 ans de silence. La juge Harland frappa son marteau. L'audience est levée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Elle regarda autour de la salle, son regard se posant sur Lucas, qui tremblait encore mais ne reculait pas. Ce garçon n'a pas besoin d'être sauvé. Il a juste besoin d'une chance de vivre dans la vérité. Quand un enfant se lève et dit la vérité, ce n'est plus seulement une salle d'audience. C'est le début d'une nouvelle forme de liberté. Ce soir-là, Lucas se coucha tôt après le procès. Il ne mangea que la moitié d'un bol de soupe, puis demanda à être excusé et monta. Daniel ne dit rien, et Amanda resta silencieuse aussi. Parfois, laisser un enfant avoir un peu de paix après une longue journée est la seule façon d'empêcher l'amour de devenir un fardeau. La porte de la chambre se referma doucement. Daniel était assis seul dans la cuisine, tournant lentement l'anse de sa tasse de thé désormais froide. Les mots de Lucas résonnaient dans son esprit comme une flèche plantée au plus profond de son cœur. Papa n'est pas parfait, mais papa écoute. Il se demanda, méritait-il vraiment cela? Car pendant toutes ces années, il n'avait jamais vraiment été là pour écouter quoi que ce soit. Le lendemain matin, à 10 heures précises, le téléphone sonna. Un numéro inconnu, mais Daniel savait déjà que c'était Maggie. Daniel? Je peux te voir? Juste une fois. Au vieux café près de l'église Grèce. Daniel regarda par la porte vitrée. Le soleil brillait, mais le soleil ne réchauffe pas toujours une blessure. Je viendrai. Juste une fois. Le petit café était aussi paisible qu'à l'époque. Daniel arriva en avance et s'assit au même siège, à la même table. Maggie arriva pile à l'heure, simple et sans fioriture, un pull couleur crème, les cheveux soigneusement attachés. Pas de maquillage. Juste elle-même. Pas l'ex-femme, pas la mère apprêtée. Merci d'être venue. Daniel ne répondit pas, se contentant de poser sa tasse de café blanche. Maggie sortit délicatement une fine enveloppe. Ce sont les originaux. La lettre de ta mère,
le chèque de banque, le contrat. Je les ai gardés comme preuve pour moi-même. Je n'ai jamais utilisé cet argent. Daniel tourna chaque page en silence. Les chiffres, les signatures, les conditions. Tout était réel. Mais le souvenir de Maggie partant sans un mot, portant Lucas dans ses bras, persistait. Une cicatrice qui avait duré 10 ans. Je l'ai accepté. Mais je n'ai jamais dépensé un centime. J'ai seulement pris l'argent pour prouver que c'était ta mère qui m'avait forcé à partir. Je ne voulais pas que mon fils grandisse avec l'argent de quelqu'un d'autre. J'ai encore un peu d'amour-propre. Daniel la regarda longuement, puis demanda très lentement, « Pourquoi as-tu choisi de rester avec quelqu'un comme Greg ? Tu savais mieux que quiconque ce que notre fils a dû endurer. Tu savais quel genre d'homme était Greg. Et pourtant, tu es resté. Et tu as laissé notre fils là-bas avec lui. » Maggie serra les poings si fort qu'on aurait dit qu'elle allait s'effondrer si elle ne se tenait pas. Parce que tu ne connais pas Greg quand il est en colère. Il a gardé tous mes papiers. Il a menacé de me poursuivre pour la garde de Mila si je partais. Il avait déjà des dossiers, un avocat. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais aucun droit. Et après t'avoir quitté, je pensais que je ne méritais plus de demander quoi que ce soit. Mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Parce que je pensais que tu me détestais. Je pensais que tu m'avais effacé de ta vie. Et parfois, je me détestais aussi. Daniel regarda la femme devant lui. Autrefois forte, autrefois vulnérable, et maintenant quelque chose entre courageuse et usée. Maggie. Elle leva les yeux. Elle se mit à pleurer. Pas de son, juste un léger tremblement dans ses épaules. Daniel se leva, s'approcha d'elle, sans attendre la permission, l'enlaça, comme s'il avait gardé cet espace pendant 10 ans juste pour faire ça. Maggie appuya doucement sa tête contre son épaule et murmura, « Je ne suis pas prête à revenir. Je ne suis même pas sûre d'avoir encore en moi la force d'appeler ça de l'amour. Mais si tu me laisses être près de notre fils, je ferai tout ce que je peux pour rattraper le silence que j'ai autrefois permis. » Daniel hocha la tête. Pas de pression, pas d'exigence. Alors reste proche. Recommence depuis le tout début. Ils restèrent ainsi, sans se donner de nom, mais tous deux savaient que certains pardons ne sont pas une fin. Ils sont un point de départ. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Daniel vit une enveloppe posée sur son bureau. Le nom de l'expéditeur était Daniel Ramsay, journaliste d'investigation. À l'intérieur se trouvait le brouillon d'un article, L'homme privé de sa paternité, l'affaire Reed rouverte après 10 ans. Il comprenait une photo de Madame Reed, des relevés de transfert d'argent, des lettres manuscrites, le témoignage de l'ancienne gouvernante, et même la lettre que Lucas avait trouvée. Daniel lut chaque ligne, puis posa le brouillon, le plia et le rangea soigneusement dans un tiroir. Ensuite, il appela Daniel Ramsay. « Merci, dit-il. Mais je ne publierai pas ça. Vous ne voulez pas que tout le pays sache la vérité ? Je veux juste qu'une seule personne me croie. » Et ce garçon s'est assis au tribunal et m'a appelé papa. Ce soir-là, Lucas était dans le salon, les pieds posés sur une chaise, en train de lire. Daniel était assis plus loin, sans le déranger. Lucas leva les yeux. « Maman est venue, n'est-ce pas ?» Daniel parut un peu surpris. Il hocha la tête. « Je ne la déteste pas. Je ne sais juste pas quoi dire. Elle baisse toujours la tête, comme si j'étais sa honte. » Daniel fit un léger signe de tête. Puis il s'assit à côté de son fils, sans rien dire. Juste assis. C'était la première fois qu'il n'avait pas besoin de mots pour se comprendre. Tous ceux qui causent de la douleur ne méritent pas d'être haïs pour toujours. Toutes les fissures n'ont pas besoin d'être réparées tout de suite. Certaines fissures, si assez de lumière parvient à s'y frayer un chemin, peuvent devenir l'endroit même où l'espoir recommence à grandir. Le parc Riverside était baigné d'une douce lumière solaire ce week-end-là. Des feuilles dorées recouvraient l'herbe et les rires des enfants s'élevaient par éclats, comme des cerfs-volants s'envolant dans le ciel bleu clair. Daniel était assis sur une couverture à carreaux, les mains ouvrant une boîte à sandwich, les yeux suivant un groupe d'enfants non loin de là. Lucas, dans une veste bleu marine, jouait au football avec Sammy, le petit Alex, ce garçon pauvre que Greg méprisait autrefois, et Nina, la fille aux cheveux crépus qui transportait toujours une boîte de crayons de couleur. Un peu plus d'une semaine plus tôt, le procès s'était officiellement terminé. Greg avait retiré sa contre-plainte après avoir été confronté à une série de preuves irréfutables. Sylvia Morton, l'ancienne gouvernante, avait non seulement témoigné en détail des abus que Greg avait infligés à Lucas, mais avait également fourni un enregistrement. La voix de Greg, dure et dominatrice, forçant Lucas à s'agenouiller juste pour avoir renversé de l'eau sur le sol.
La juge Rebecca Harlan rendit le jugement final d'une voix à la fois sévère et chaleureuse. Lucas Reed sera placé sous la tutelle légale permanente de M. Daniel Reed, son père biologique. Ce garçon mérite de vivre dans un endroit où son existence même ne l'oblige pas à baisser la tête. Maggie n'était pas venue ce jour-là, mais Lucas se tenait droit, hochant la tête quand son nom fut appelé. Plus de larmes, plus de peur. Après le procès, Hélène, la mère de Daniel, prit l'initiative de chercher Maggie. Les deux femmes se rencontrèrent dans le couloir du palais de justice, où le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres. Pas de politesse, pas de justification. Hélène parla la première, sa voix basse et rauque. « J'ai eu tort. J'ai laissé mon orgueil me transformer en quelqu'un de cruel. Je vous ai traité comme une ennemie alors que c'était mon fils qui avait besoin d'un foyer. Et c'est vous qui aviez un jour essayé de lui en donner un. » Maggie resta immobile. Elle ne tressaillit pas, ne repoussa rien. Elle fit juste un petit signe de tête. Lucas passait par là à ce moment-là et entendit. Il ne dit rien, mais pour la première fois, ses yeux rencontrèrent ceux de sa grand-mère. Pas avec colère, juste honnêtement. Daniel observa son fils, sa main se desserrant inconsciemment à ses côtés. Un peu plus tard, alors que les enfants faisaient une pause à l'ombre d'un arbre, une voix familière appela de derrière. « Monsieur Reed. » Daniel se retourna. C'était mademoiselle Hélène, la professeure principale de Lucas, tenant un gobelet de café en papier et arborant un doux sourire. « Désolé si je dérange. Il se trouve que j'étais dans le coin. Lucas a mentionné que la famille faisait un pique-nique aujourd'hui. » « La famille » répéta doucement Daniel, comme pour vérifier s'il avait bien entendu. « Je voulais juste vous transmettre une petite note. Lucas a écrit un court texte en classe. Une histoire. Ça s'appelle Le Père perdu. » Daniel parut surpris. Hélène sortit une impression d'un dossier beige. « Ce n'est pas le meilleur texte que j'ai lu cette année, mais c'est le plus honnête. » L'histoire faisait un peu plus d'une page, mais quand il arriva à la dernière partie, Daniel se figea. Le père perdu ne connaissait pas le chemin du retour. Mais le garçon est resté là. Pas de larmes, pas de colère. Parce qu'il croyait que si son père l'aimait vraiment, alors il trouverait son chemin. Daniel posa sa main sur la dernière ligne. Une chaleur tranquille se propagea dans sa paume. Cet après-midi-là, après avoir dit au revoir à ses amis, Lucas aida Daniel à enrouler le tapis et à plier les boîtes. Il ne dit pas grand-chose. Mais quand ils rentrèrent à la maison, au lieu d'aller directement dans sa chambre et de fermer la porte comme il le faisait habituellement le soir, Lucas laissa la porte ouverte. Vers 21h, alors que Daniel lisait dans son bureau, on frappa doucement. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, en pyjama. Dans ses mains se trouvait la nouvelle imprimée. « Papa !» Daniel leva les yeux. Lucas prit une profonde inspiration. « Pourrais-tu me la lire ?» Daniel ne demanda rien. Il se leva simplement, suivit son fils jusqu'à sa chambre et s'assit à côté du lit. Lucas se blottit sous la couverture, les yeux grands ouverts. Daniel se tourna vers la première page, sa voix était stable, un peu rauque. Il était une fois un père qui s'était perdu. À chaque mot prononcé, chaque ligne commençait lentement à guérir. Pas avec une plume, mais avec une présence. À la dernière ligne, Daniel fit une pause. Lucas murmura, « Celle-là, je l'ai écrite pour toi. » Daniel serra doucement la petite main sous la couverture. Non pas parce qu'il avait besoin de dire quelque chose, mais parce qu'il ne restait plus rien à dire. Fin de l'été. Le soleil ne brûlait plus. Il s'attardait doucement, laissant derrière lui une fine couche d'or pâle sur le trottoir. Lucas se tenait au portail de sa nouvelle école, proprement vêtu de son uniforme, son sac à dos sur les épaules. Il ne se voûtait plus, ne baissait plus la tête comme il l'avait fait au début de l'année. Son visage restait calme, sans expression même, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. De l'autre côté de la rue, Daniel était assis dans sa voiture, la fenêtre baissée. Dans sa main se trouvait une bouteille d'eau et le livre que Lucas avait laissé derrière lui. Aucun mot ne fut prononcé, mais leurs regards se croisèrent. Pas besoin de signal. Lucas traversa la rue. Sur un banc de parc non loin de là, Maggie était déjà assise. Elle n'était plus la silhouette sombre se cachant derrière une vitre. Aujourd'hui, elle portait un chemisier blanc, ses cheveux lâchés, ses mains posées calmement sur ses genoux. Vide. Pas de sac à main, pas de téléphone pour se protéger. Lucas s'assit à côté d'elle. Pas trop près, pas trop loin. Juste assez pour que chaque mot soit entendu sans jamais se toucher. Maggie parla la première. « J'ai quelque chose. Une boîte que j'ai gardée depuis que tu as 4 ans. » Elle ouvrit le couvercle et la tendit à Lucas.
À l'intérieur se trouvait une vieille photographie. Daniel tenant Lucas dans un parc, tous deux rayonnants. La photo était rayée et usée, mais le sourire était resté intact. En dessous se trouvait une lettre pliée, le papier jauni par le temps. Rien de fleuri, juste quelques lignes qui disaient « Si tu as l'impression que je ne t'ai pas protégé, tu as raison. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je m'y suis juste mal pris. » Lucas lut longuement. Puis il replia la lettre, la remit dans la boîte et referma le couvercle. « Je ne te déteste plus. Mais je ne suis pas prêt à t'appeler à nouveau maman. » Maggie hocha la tête. Son visage ne força pas un sourire. Elle laissa juste échapper un souffle tranquille, comme quelqu'un qui avait enfin entendu le verdict qu'il attendait et l'avait accepté. Daniel ne s'avança pas. Il se tenait à distance, appuyé contre la voiture. Quand il vit Lucas se lever du banc, il leva la main en guise de salut. Lucas accourut, ouvrit la portière et monta sur le siège passager. Il tenait toujours la boîte dans ses mains. Daniel demanda « Ça va ?» Lucas hocha la tête. « Ce n'est pas comme dans les films, papa. Pas de câlin, pas de musique dramatique. » Daniel eut un petit rire. « Alors c'est peut-être réel. » Sur le chemin du retour, le vent entrait par la fenêtre ouverte. Ils s'arrêtèrent à la vieille boulangerie, l'endroit où Lucas avait choisi son premier sandwich de la main de son père. La vitre de la devanture avait toujours cette petite fissure dans le coin, comme à l'époque. Mademoiselle Hélène passa et leur fit un signe de la main de l'autre côté de la rue. Samy et Nina passèrent à vélo en sens inverse et levèrent la main en guise de salut. Alex, à l'arrière d'un vélo, cria « Lucas, n'oublie pas le ballon lundi ». Cette nuit-là, dans une chambre silencieuse, Lucas laissa la porte de sa chambre ouverte. La lampe de son bureau était allumée. La brise par la fenêtre faisait doucement onduler les rideaux. Sur le bureau reposait un épais livre d'histoire, de près de 100 pages, avec une couverture à l'aquarelle dessinée à la main. Lucas colla une petite étiquette sur le devant, le fils d'un père imparfait, mais qui est toujours revenu. Il resta là un instant, le regardant. Puis il éteignit la lumière, mais ne ferma pas la porte. Car maintenant, il n'avait plus peur du noir. Tous ceux qui s'éloignent de leur passé n'ont pas besoin de crier ou de se battre, ou d'attendre la justice de quelqu'un d'autre. Un enfant qui est devenu assez fort pour écrire sa propre histoire, c'est la preuve la plus claire qu'il soit que la douleur, quand elle est entendue et patiemment guérie, devient lumière. Et ce père imparfait, à la fin, s'est retrouvé exactement là où il aurait dû être depuis le début, à côté de son enfant. L'histoire de Lucas n'est pas seulement un voyage pour retrouver son père, c'est le voyage d'un enfant en quête de sécurité, de confiance et d'estime de soi. Elle nous rappelle que parfois, ce dont un enfant a le plus besoin, ce n'est pas de quelqu'un de parfait, mais de quelqu'un qui ne s'en ira pas quand on a le plus besoin de lui. Que pensez-vous de la décision de Maggie ? Si vous étiez Daniel, auriez-vous le pardon nécessaire pour ouvrir à nouveau votre cœur ? Et si vous aviez été Lucas, seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous parlé ? J'aimerais vraiment connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Non seulement parce que je suis le conteur, mais parce que je vous considère vraiment, vous qui regardez, comme une partie essentielle de ce voyage. Est-ce que vous allez bien ? Si la journée a été difficile, j'espère que cette vidéo vous offrira un endroit calme où vous asseoir un moment, peut-être même respirer un peu plus facilement. Et si vous avez besoin que quelqu'un vous écoute, laissez simplement un point ou un message. Je suis là.